Yo tout le monde, ici Juge tout seul, et aujourd'hui je voulais vous parler d'une série qui est très en vogue, surtout au State en ce moment, qui est la série de Bear, que j'ai donc regardée dans son intégralité, et qui est disponible sur Disney Plus en France, car c'est une série FX, donc la plateforme qui appartenait à la Fox aux États-Unis et qui du coup, depuis que la Fox a été rachetée par Disney, appartient à Disney. Et autant il y a des séries auxquelles je n'ai pas évoquées comme Shogun ou autres séries télévisées, parce que j'ai trouvé ça sympa sans non plus avoir été happé de fou par l'œuvre. Et puis il y a des séries que j'aurais dû en parler, mais j'avais pas le temps parce que les études externes comme Succession, regardez cette série dinguerie. Mais The Bear, je me dis, allez, j'ai le temps, j'ai envie d'en parler, et je pense que je ferai de plus en plus de critiques audio, car ça m'évite du temps de montage, ça me permet de faire ça sur le tas, et donc c'est un type de concept qui je pense va se répéter durant cette rentrée où du coup les cours et les travaux reprendront, bien sûr. Et donc The Bear, et donc déjà je vais vous faire une partie sans spoiler pour vous dire pourquoi The Bear c'est très bien. Alors, The Bear c'est une série qui est centrée sur le milieu culinaire, donc de la restauration. Donc le pitch, pour vous faire simple, on suit un chef extra étoilé du nom de Carmen Berziato. Son frère se suicide et laisse derrière lui un restaurant un peu basique type fast-food, et il le laisse à son frère qui, lui, c'est un gars qui vient de la gastronomie, quoi, donc la gastronomie 4 étoiles, 5 étoiles, donc c'est une personne qui est assez à part de ce milieu-là, qui est plus ce style fast-food, en fait, à Chicago. Cette personne-là doit gérer un restaurant avec ses qualités qui sont intrinsèquement supérieures à la qualité du restaurant qu'il doit gérer, en fait, un restaurant de fast-food, et donc il doit faire ça avec sa famille, avec sa sœur, qui s'occupe de la comptabilité et de la gestion du restaurant, son cousin, son faux cousin, son meilleur ami Richie, le meilleur ami de son frère, qui l'aide, et une stagiaire qui vient également des grands restaurants, qui s'appelle Sydney, qui va l'aider également dans cette quête-là. Et donc c'est une série qui parle beaucoup des problèmes de la restauration, en fait. C'est une série qui parle beaucoup de l'anxiété, du stress, de la difficulté de gérer un restaurant, de la difficulté de rentabiliser, même de lancer son business de restaurant, surtout dans une ville comme Chicago. Et c'est une série qui traite beaucoup du deuil, du coup également, parce qu'on parle d'un héritage laissé par un frère suicidé, malheureusement, qui s'est suicidé. Donc c'est une série qui traite beaucoup du deuil envers différents personnages qui vivent le deuil de leur manière, en fait. Et cette série commence vraiment peu de temps après ce décès tragique, pour vraiment vous donner envie, ou vous attirer, ou vous vendre un peu la chose. Car c'est vrai que moi, une série sur la cuisine, c'est pas forcément quelque chose où je me dis, ouah, je vais regarder ça. Est-ce qu'il y a vraiment matière à faire 3-4 saisons sur une série sur de la cuisine? Je me dis, je regarde des séries peut-être avec des enjeux plus forts, de science-fiction, de mafieux, de je sais pas quoi. La restauration, je me disais, qu'est-ce qui a fait que cette série a été si appréciée? Qu'est-ce qui a fait que cette série a gagné tant de Emmy Awards? C'est que maintenant, là où Succession raflait tous les prix de la meilleure série dramatique, The Bear rafle tous les prix de la meilleure série comique. Et d'ailleurs là aussi c'est un truc que je comprends pas, c'est que je trouve que la série est pas très comique au final. En fait je trouve que c'est un peu la même équilibre que Succession, c'est qu'on est sur deux séries ces deux séries qui gèrent bien leur équilibre entre drama et humour. C'est que dans The Bear on est vraiment sur de l'humour type familier, quoi. On lâche le F-word toutes les secondes, on a un langage extrêmement familier, on a beaucoup d'humour de situation à cause du restaurant qui se casse la gueule ou des trucs comme ça, ou à cause du tempérament des personnages. Mais sinon, en termes de situation, on est sur une série qui a une situation très dramatique. Comme j'ai dit, on parle de deuil, on parle d'un restaurant qui se casse la gueule et qu'il faut rénover. Donc je trouve que c'est une série qui est relativement qui est quand même assez premier degré au final. Donc c'est vrai que j'ai jamais trop compris le prix de comédie, hormis pour moi la seule justification, c'est que c'est le format des épisodes. C'est que même si c'est pas le cas pour tous les épisodes, la série en général a des épisodes qui durent entre 25 et 30 minutes. Donc c'est une série qui se regarde assez vite, je l'ai vu en 2 semaines. Après, il y a quelques gros écarts quelquefois, l'épisode final de la saison 1 dépasse les 40 minutes. Tu as un épisode en milieu de saison 2 qui fait 1 heure, et qui est un épisode qui mérite cette durée, on va dire. Et puis du coup, c'est une série qui peut varier dans sa durée, et puis avoir un épisode de 20 minutes à un moment donné, par exemple. Mais pour moi, la saison 1, par exemple, j'ai l'impression d'avoir vu Uncut Games, le film, en fait. C'est Uncut Games, le film avec Adam Sandler, qui est sur Netflix, qui est un film qui a beaucoup marqué les esprits, qui est un super film. J'ai l'impression d'avoir vu ça en série télé, en fait. C'est vraiment une série qui ne s'arrête jamais. En tout cas, la saison 1. Et la saison 1, je dis bien, c'est une série qui s'arrête jamais. On a un montage extrêmement effréné, avec beaucoup de cuts, beaucoup de jeux sur des flashbacks, sur des plans de plats, sur des plans des plans de journaux, par exemple, de citations sur les restaurants. On peut avoir une énumération de tout ce concept de plan-là en 2 secondes, en parallèle d'un personnage qui cuisine, qui s'arrête pas, qui ensuite va gueuler sur un autre gars, qui ensuite on va suivre également. Et donc la série, c'est ça, c'est du montage extrêmement rapide, qui joue beaucoup déjà avec les outils de cuisine pour créer du tempo et du rythme, et c'est vraiment ça, c'est une série qui montre un service, pas qu'un service, mais qui montre que la restauration, c'est un travail qui est extrêmement compliqué, donc c'est un service qui dépasse le temps que l'on pourrait consacrer en vérité, humainement parlant,
à ce service, tellement il y a des assiettes qu'il faut lâcher, sortir, etc. Donc c'est une série qui est très effrénée, qui montre parfaitement l'anxiété et le stress que ça provoque, et c'est ça qui marche, quoi. C'est qu'on est sur un personnage qui veut faire de ce fast-food, on va dire, un restaurant étoilé, et pour ça il faut opérer beaucoup de changements. Et c'est ça qu'on voit en saison 1, si on voit un personnage qui sait pas quoi pour cette série, qui essaye de gérer comme il peut le restaurant. Et c'est aussi ça qui est intéressant avec cette série, c'est que par le biais de ce concept-là, on nous propose des concepts d'épisodes super intéressants. C'est qu'en saison 1, on a un épisode en plan séquence qui est que en plan séquence, qui est pour moi le meilleur épisode de la saison et qui était j'ai jamais vu un aussi bon épisode en plan séquence dans une série. J'ai vraiment trouvé ça dingue, comment c'était géré, comment c'était joué, comment c'était vraiment l'anxiété que tu ressens en même temps que les personnages en direct, en fait, c'est ça qui marchait bien. Et vraiment, la caméra est vraiment très très bien maniée, quoi. Il y a beaucoup de caméras épaules, on joue sur la trajectoire des personnages dans la cuisine, il y a beaucoup de gros plans sur les visages pour montrer leurs émotions, pour montrer leur stress, pour montrer à quel point ça les afflue mentalement, et on joue à fond. Il y a beaucoup de très gros plans dans la série sur les visages. Il y a même, par exemple, t'as le personnage de Carmen qui a un crush sur un personnage féminin. Carmen est montré en gros plan, mais le crush est montré en encore plus gros plan pour montrer l'intérêt qu'il a pour elle, par exemple. Donc il y a les gros plans, ça vous en avez dans cette série, ça c'est sûr. Beaucoup de caméras à épaules, beaucoup de jeux de montage effrénés, comme je l'ai dit. Quelques plans séquences qui peuvent popper en saison 1 et 2 notamment. Et on joue beaucoup comme j'ai dit, sur des énumérations de plans de flashback, etc., qui reflètent la psychologie des personnages. Donc c'est ça qui fonctionne, c'est qu'on a ces concepts d'épisodes-là qui marchent bien, et on joue à fond sur le concept de la cuisine. Et puis en parallèle, après c'est aussi ça qu'on peut relever, c'est que les saisons ne se ressemblent pas. C'est ça que je dirais, c'est que on a cette saison 1 qui est vraiment effrénée, où ça s'arrête pas à sa gueule, on est vraiment dans l'adrénaline, il faut vraiment vivre le truc en direct. Et puis tu as une saison 2 qui est peut-être plus calme, parce que là on exploite peut-être plus l'aspect financier d'un restaurant, peut-être plus les problèmes administratifs à régler, les problèmes de réparation à régler. On peut repartir sur quelque chose de simple, et ensuite boum, on peut partir sur un épisode flashback qui n'a rien à voir avec le restaurant, mais qui peut être aussi poignant, alors que là on est sur un contexte totalement différent, on dira. Et puis ensuite on peut partir sur d'autres concepts d'épisodes qui peuvent où on change de pays parce qu'un restaurateur est formé dans un autre pays, dans un autre environnement, dans un autre rythme. Donc c'est une série qui renouvelle tout le temps ses épisodes, qui renouvelle tout le temps ses concepts. Et c'est ça qui fait que la série est très variée et qu'il arrive parfaitement à renouveler son concept de plus en plus. Et c'est ça qui fonctionne, je dirais, dans cette série de manière générale et dans toutes les saisons, je dirais à peu près. Surtout les 2 et 3. La 1 et les restes, c'est quand même linéaire, mais les 2 et 3, on a beaucoup de concepts d'épisodes qui varient et qui rend la série assez riche, au final, en termes de cinématographie. Donc avec évidemment ce montage surdécoupé. L'un des petits défauts de la série, ce serait peut-être la musique. Ça me fait un peu penser à Peacemaker, parce qu'on a beaucoup de musique rock'n'roll dans cette série. Et on a beaucoup de musique qui identifie un peu la série, en fait, qui identifie certains moments, certains états d'esprit. C'est qu'ils mettent toujours une musique de rock pour représenter les séquences où les personnages sont au taquet dans la cuisine. Et c'est une musique qu'on retrouve dans les 3 saisons. Il y a un épisode qui est complètement psychologique, où tu as une musique de 10 minutes qui est tournée en boucle durant tout l'épisode. C'est une musique qui s'arrête jamais, et on a des concepts comme ça, comme j'ai dit, très très intéressants. Mais sinon, c'est essentiellement des reprises de chansons connues ou pas trop connues, de rock, etc., qui habillent la série. Mais c'est vrai que ça manque d'un thème original, peut-être, d'un thème que les compositeurs auraient pu faire. C'est vrai que ça manque peut-être de ça. Ça manque peut-être aussi d'un petit générique, peut-être un petit générique de début pour présenter la série également. Ça, c'est peut-être un truc qu'on peut reprocher, mais c'est rien d'alarmant, comme je l'ai dit. Mais voilà, pour moi, si je dois vous énumérer vraiment la qualité de cette série, c'est la saison 1, c'est un très très bon démarrage, une très très bonne saison, qui te donne envie d'en voir plus et qui te dit qu'on tient peut-être quelque chose. Et puis je pense que dans la 2, on a atteint les sommets de la série. La 2, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Je pense que la 2, c'est peut-être un chef-d'œuvre. Je dirais, c'est vraiment une dinguerie, qui enchaîne dinguerie sur dinguerie. Et il y a peut-être mes 2 voire 3 épisodes préférés all-time dans cette saison 2. Et malheureusement, la 3, je trouve que la 3, on se perd un petit peu. La 3, c'est un peu trop... c'est aussi ça le problème de cette année 2024. C'est qu'on se tape que des saisons de transition. C'est aussi ça. C'est entre House of the Dragon, entre The Boys saison 4, entre The Bear saison 3 qui est sortie donc cette année en 2024, on se tape que des saisons de transition, parce qu'à la base ils auraient dû shooter la saison 3 et 4 en même temps, et au final ils n'ont pas eu le temps, et donc la 4 sera shootée plus tard. Mais ça se voit que dans le scénario, ça se voit qu'à la base ils auraient dû couper la saison en 2 entre guillemets, et qu'on aurait dû shooter les 2 saisons d'un coup, et que donc cette saison 3 serait une amorce pour la 4ème. Et ça se ressent parce qu'on est sur une saison qui qui pour le coup là je peux le dire, peut-être est plus lente, un peu plus chiante, en vrai. On peut s'emmerder un peu devant la saison 3, parce qu'on propose, il y a des concepts, il y a des épisodes qui sont super cool. Le premier épisode, très psychologique. Les 3 premiers épisodes, même je dirais, sont très très cool. Puis l'épisode 5 au milieu, qui est un épisode flashback, qui n'a rien à voir avec la narration de cette saison, mais qui reste tout de même très bien. Et puis il y a des épisodes où ça passe ou ça casse. Un épisode qui n'a, par exemple, c'est aussi ça que j'ai trouvé un peu dérangeant, c'est que tous les épisodes, quoi qu'on traite, il y a de la cuisine. Il y a de la cuisine dans ces épisodes-là, sauf dans un épisode de la saison 3 qui parle d'un accouchement, on va dire,
Et cet épisode-là est centré que sur cet accouchement spécifiquement et sur la relation entre une mère et une fille. Et il y a zéro cuisine, et donc j'ai l'impression que c'est un épisode c'est un peu un épisode d'habillage en fait. Je trouve on est sur une saison de transition où on crée des épisodes comme si on était sur une série de câbles, où tu as une saison de 23 épisodes où on a trop d'épisodes et il faut qu'on meuble, un peu comme l'épisode de la mouche dans Breaking Bad par exemple. Donc je trouve qu'il y a ce côté-là avec cette saison 3, c'est qu'on dirait qu'on meuble des épisodes pour pas grand-chose, et qu'au final, on se retrouve peut-être un peu déçu. C'est très très bien fait dans la forme, en termes de qualité visuelle, etc. On est sur une série de cuisine, mais également, on voit également beaucoup les recoins de Chicago. On a de très très beaux plans de Chicago. On aime bien faire des plans débulés du tram dans Chicago. On a beaucoup de contrastes entre le bleu, le jaune, le blanc. C'est une série qui est très très belle, que ce soit dans des environnements un peu sales, un peu low budget, en contraste avec des grandes pièces de cuisine, 4 étoiles par exemple, les grandes salles. Et c'est une série qui arrive toujours à être beau, soit à jouer sur le côté un petit peu sale de la ville et de créer des beaux reflets avec des néons, etc. Ou soit jouer sur le côté épuré, stylisé, classe donc des restaurants gastronomiques. Donc on remet en parallèle tout ce milieu-là et dans tous ces recoins, et c'est ça qui est intéressant. Les critiques, en tout cas ce que j'ai vu, ont su admettre que c'est une série qui était assez réaliste sur la manière dont elle dépeint les conditions très très difficiles de la restauration. Oui, en tout cas si c'est le cas, je trouve que c'est très très bien fait, parce qu'on développe vraiment tous les points, quoi. Que ce soit le service, la psychologie des personnages, le côté administratif, réparation, rénovation d'un restaurant, rouvrir un restaurant, établir un nom de domaine pour le restaurant, etc. Tous les problèmes qui suivent avec ça. Je pense qu'on exploite parfaitement bien ça, et tous les milieux, que ce soit donc un fast-food, un restaurant 4 étoiles qui essaie de débuter, un restaurant 4 étoiles qui existe depuis longtemps avec des chefs bien installés. On exploite un peu tous les environnements, c'est ça qui est intéressant, c'est que on veut vraiment nous développer cette série à fond. 3/4 des acteurs ont eu des prix grâce à cette série, ou en tout cas des nominations de prix, mais oui, le protagoniste Jeremy Allen White, donc qui joue Carmen Berziato, le personnage principal, est très très bon. On est sur un personnage qui va être le plus organisé, le plus parfait, le plus excellent possible dans son domaine, mais qui, dans cette perfection, met un peu de côté sa vie privée. Le peu de vie privée qu'il y a, c'est aussi ça qu'on montre, c'est que en dehors du travail, on voit que les personnages ont quasiment pas de vie privée, et donc on montre le peu de vie privée qu'on a, mais ça reflète le fait qu'ils en ont très peu, en fait. Parce que ça bosse 6 jours de la semaine, et dès qu'il y a la journée où il n'y a pas de taf, ils savent pas quoi faire, en fait, ils sont perdus. Ils refinissent un peu obligatoirement à faire quelque chose qui est toujours en lien avec la cuisine. On joue à fond sur la psychologie des personnages. C'est vraiment une série d'acteurs. C'est vraiment une série d'acting aussi dans ce côté-là. C'est tu peux avoir un monologue de 7 minutes en plan séquence, ou juste un plan fixe où tu as des personnages qui parlent pendant 10 minutes. C'est aussi pour ça qu'il y a un peu ce côté série caviar, sans faire de jeu de mots par rapport à la cuisine. Et parce qu'en termes de forme, c'est tellement bien fait, et en termes de cast d'acting, tous les personnages ont droit à leur moment de gloire. À leur moment, on exploite vraiment leur jeu d'acteur, et on leur offre un épisode par exemple. C'est que tu as des épisodes qui sont centrés spécifiquement que sur un personnage par exemple. Et donc c'est aussi ça, c'est qu'il y a des petites bulles centrées sur un personnage différent, parfois dans la série, ce qui fait qu'on s'attache à tous ces personnages-là et qu'on tient à eux en fait. Donc Jeremy Allen White joue un personnage qui est plus froid. Je sais pas s'il mérite toutes ces récompenses quand même sur le prix du meilleur acteur, dans le sens où il est excellent, il est parfait dans le rôle, etc. Mais il joue un personnage qui est très renfoué sur lui-même, qui est très renfermé sur lui-même, et qui essaie de pas trop refléter ses émotions en fait. Et les seules fois qu'il reflète ses émotions, c'est quand il doit gueuler en service par exemple, ou quand il doit avoir ses crises d'anxiété en dehors des gens. Donc je pense pas que c'est lui qui a la performance la plus mémorable non plus de la série. Il est excellent dans son rôle, mais je dirais pas que c'est lui qui offre le plus fort de ce qu'on a. Iowa Derby également est très très bien dans le rôle de Sydney, donc qui est cette nouvelle cuisinière qui va aider et qui va gagner en importance dans cette série. Il est très très bien dans son rôle également. Même si là c'est pareil, c'est un personnage qui est très ironique, qui joue beaucoup sur l'humour, etc. Il n'est pas non plus extraordinaire, mais joue très bien son rôle tout de même, notamment parce que ça débite beaucoup dans cette série, ça parle beaucoup, surtout quand t'es en service où ça parle en plan séquence, etc. J'aime beaucoup Ebon Moss-Bachrach, l'acteur qui jouera la chose, un 4 fantastique, qui avait joué Micro dans la série Punisher, où je l'avais déjà bien apprécié, et qui joue le cousin Richie, qui est un personnage qui est, je pense, mon personnage préféré de la série, qui lui, pour le coup, c'est un personnage qui lui subit une vraie évolution, je dirais, dans la série. C'est qu'on est sur un personnage qui gueule, qui s'embrouille tout le temps avec son cousin, qui sait jamais quoi faire, et qui au final de la série va avoir un changement drastique dans sa personnalité. Et puis tu as tous les personnages qui sont autour d'eux, Tina, Marcus, etc., qui ont tous chacun leur personnalité et leur attachement personnel qui fait qu'on s'attache à ces personnages-là. Et puis sans spoiler, on a aussi des caméos intéressants dans cette série. Des caméos, il y a des caméos et des personnages réguliers, mais qui sont joués par des acteurs plutôt connus, on va dire. Et quand tu les vois, ça fonctionne bien, surtout quand tu leur donnes des rôles de grands cuisiniers. Du coup, comme c'est des acteurs souvent très connus, ça crée déjà ce côté, ok, cet acteur-là est au-dessus de cet acteur-là, quoi. C'est un acteur qui en impose, quoi. Donc, juste par son nom, sa réputation.
Donc je trouve que de ce côté-là, il y a des acteurs qui sont bien utilisés en termes de caméos et de personnages réguliers. Donc notamment un qui est là depuis la saison 1 et qui est là sur toutes les saisons, un acteur régulier qui a fait elle porte toute la série parce que c'est à cause de lui que la série a commencé, on va dire. Donc c'est vrai que j'étais très surpris de voir que c'était cet acteur-là qui jouait ce personnage-là. Je vous recommande la série The Bear. C'est vraiment une superbe série sur le domaine de la restauration, sur la psychologie humaine, sur l'anxiété, le stress, la peur, le deuil également. Et donc, regardez au moins les 2 premières saisons qui se regardent très vite, une demi-heure, là, une grande partie des épisodes, c'est une demi-heure de durée, donc ça va très vite. Et voilà, bon, la saison 3 est beaucoup plus faiblarde, mais je vous recommande quand même d'aller la voir, et donc foncez, allez-y. J'aime bien le fait que la série, assume un peu son petit côté geek, c'est que dès le premier épisode, t'as une ref au Snyder Cut. Par exemple, j'ai trouvé ça, premier épisode de la série, je commence à clash au Snyder Cut, je fais, ok, d'accord, ça commence bien. Le fait qu'on prenne en compte, par exemple, l'existence du Covid, le Covid qui a impacté la cuisine, donc on essaie de créer un contexte très réaliste pour rendre les galères qu'on a dans cette série très authentiques, en fait, et c'est ça qui fonctionne. Et puis, comme j'ai dit, je trouve que le personnage de Carmen, c'est peut-être le seul truc de la saison 1 qui m'a un peu manqué dans les autres saisons, c'est que j'aimais beaucoup le fait que dans la saison 1, le personnage de Carmen ait des rêves prémonitoires, on va dire. C'est que l'intro de la série, c'est Carmen qui confronte un ours en cage en plein Chicago, par exemple, et tu as plein de petits moments comme ça dans la saison 1, où tu as par exemple Carmen qui fait un show culinaire télévisé sur The Bear, par exemple, et qui part en couille, parce qu'il y a ensuite les flammes de sa cuisinière qui partent en cacahuète, et t'as plein d'idées visuelles comme ça. Et c'est vrai que j'aimais bien l'idée visuelle des rêves, qu'il avait des rêves un peu surréalistes, que Carmen avait en saison 1, qu'on a plus ensuite en saison 2 et 3. Donc ça, c'était le truc un peu neuf et qui fait que je retiens la saison 1, c'était vraiment ces petits rêves-là qui étaient plutôt cool, où justement il est filmé par des ours, et donc il y avait ces idées visuelles qui étaient plutôt intéressantes. Les saisons 2 et 3 vont rester beaucoup plus ancrées dans une forme de réalisme, on va dire. Mais comme j'ai dit, moi j'ai adoré cette idée de, déjà toute la saison 1, c'est des personnages qui en chient, qui essayent de se faire un nom avec la cuisine, t'as tout qui se casse la gueule et il faut régler le problème au plus vite, donc c'est aussi super intéressant. Et tu as cet épisode que j'ai adoré cette idée de Sidney qui crée un plat gastronomique, qui le donne sans faire exprès à un critique gastronomique, qui va parler du restaurant, qui va faire que le jour d'après, ils vont être bombés de personnes, ça va être la merde, parce que Sidney a essayé de faire quelque chose de bien pour le restaurant, c'est-à-dire donner une assiette gastronomique à une personne alors que tous les autres personnes mangent des sandwichs, et en plus ça tombe sur un critique gastronomique. Donc j'ai trouvé cette idée parfaite parce que ça a mené à cet épisode de plan-séquence qui est absolument incroyable. J'ai trouvé cet épisode fou, mais fou vraiment, de voir l'impact et les conséquences de cette assiette que Sidney a donné à ce critique culinaire. J'adore ces idées visuelles, où t'as l'étiquette caisse qui s'enchaîne, et lâche des insultes, des gros mots, etc., qui reflètent la psychologie des personnages, j'adore cette idée visuelle. Et donc t'as Carmen qui est en train de péter un plomb parce qu'il y a trop de personnes qui attendent dans le restaurant, il y a trop d'assiettes à envoyer. Cet épisode-là, c'était vraiment une bombe à retardement, c'était une dinguerie, vraiment, l'épisode 7 de The Bear. Et puis t'as eu l'épisode 8 qui était aussi qui était aussi parfait aussi dans l'aspect psychologique, en fait, dans la culmination d'une telle anxiété, quoi, d'une telle pression. Carmen qui va dans des rendez-vous dans des réunions anonymes pour comprendre l'addiction de son frère, pour parler de son anxiété. Et t'as l'acteur qui parle de son anxiété pendant 7 minutes non-stop, d'un seul plan avec un léger dézoom, je crois, ou un léger zoom, je ne sais plus. Vraiment, c'était excellent. Jusqu'à un final où du coup tu as les Thomas qui gardaient tout l'argent que Michael gardait, et donc on finit sur cette note d'espoir où donc on va changer le restaurant et on va en faire le restaurant The Bear, un restaurant étoilé si possible. Et dans la saison 2, c'était super intéressant de voir les personnages un peu voir du nouvel ère, en fait, c'est qu'on est sur une saison qui est plus calme, où du coup on doit créer ce nouveau restaurant, on doit créer The Bear, et donc là on règle des problèmes plus administratifs, on prend plus notre temps, on te met de la pression par exemple sur une inspection des feux, où t'as un professionnel qui va arriver et tu te demandes si ça va marcher ou pas. Donc on arrive à te mettre de la pression sur des trucs un peu tout cons, mais comme tu es tellement attaché à ces personnages-là et à cet environnement, tu veux pas que ça s'arrête en fait. Ce qui fait que tu arrives à t'attacher un peu à des éléments qui à l'échelle de l'humanité va rien changer, quoi. Donc c'est ça qui marche avec cette série, c'est l'importance du détail, l'importance de la moindre chose qui peut ne plus fonctionner, peut tout faire tomber, peut tout faire foirer en fait. Et tu as des épisodes qui te font du bien. Comme l'épisode à Copenhague avec Marcus, qui va à Copenhague et qui rencontre Will Poulter, du coup, l'acteur Will Poulter. Parce que déjà, le rôle lui va très bien, Will Poulter d'ailleurs. Donc t'as un épisode qui est plus calme, qui te montre le côté calme de Copenhague. Il y a un peu ce côté carte postale dans cet épisode-là qui marche bien. Et c'est aussi ça qui marche aussi, c'est que c'est une série qui développe l'anxiété de la cuisine en te montrant, par exemple, tu n'as qu'un exemple de restaurant qui est toxique. L'anxiété de Karen provient du fait qu'il a été traumatisé par un chef qui l'a fait travailler dur, qui l'insultait, qui le marmonnait, qui le violentait moralement durant toute sa formation de cuisinier. Et d'ailleurs, c'est un acteur qui est plutôt connu, qui joue ce rôle-là, c'est Joel McHale, qui est un acteur qui est plutôt dans le domaine de la comédie, me semble-t-il. Et j'ai adoré comment la série a réussi à lui créer une aura presque de terreur
En fait, comme Carmen est traumatisée par lui, dès que tu le vois, dès que tu vois ce personnage et dès que tu le revois en rêve ou pour de vrai, ce personnage te provoque un côté désagréable, un côté un peu terrifiant par défaut, alors que c'est un acteur qui a pas forcément une tête désagréable et qui est surtout un acteur de comédie. Donc c'est vrai que la mise en scène et la manière dont on met en scène ces personnages-là réussissent à nous vendre, à nous créer une atmosphère qui peut être pesante ou pas. Tu as ce personnage-là qui est très pesant et qui est un peu l'antagoniste, un peu de Carmine. Et ensuite on te montre le domaine de la cuisine que de manière positive aussi. Donc c'est aussi ça, c'est qu'on développe la série de manière positive, c'est que lui c'est le seul exemple de toxicité qu'on peut recevoir de la part de ce métier-là. Et oui, on est sur des chefs qui sont plutôt droits dans leur métier, qui font les choses bien proprement, qui demandent à leurs commis de faire les choses bien proprement, mais c'est des personnages qui respectent les gens, qui de temps en temps peuvent commencer durant une pause, à parler de leur vie, et ça marche bien, quoi, entre le personnage de Will Poulter, le personnage de Olivia Colman aussi. Je m'attendais pas à voir Olivia Colman également, quand elle apparaît en mode c'était elle la chef du restaurant depuis le début de tel épisode, tu fais c'est Olivia Colman, elle a du bagou, elle a du charisme, elle est connue, donc ça rajoute quelque chose en plus de voir Olivia Colman. Et puis elle fait du Olivia Colman, au final elle joue un rôle très très gentil, très très maman poule, on va dire. Donc un personnage qui est très agréable. Là, tu vois aussi un chef qu'on voit en saison 3 qui est plus âgé, plus mature et qui apprend à Carmen à dépecer un poulet. J'apprécie le fait qu'on respecte quand même le domaine de la restauration, qu'on essaye de donner une image plutôt positive de la gastronomie et qu'on n'est pas sur quelque chose foncièrement de militaire et de roi et de toxique et de surhumain en fait. Comme ce seul exemple qu'ils nous mettent est montré, parce que ce seul exemple est montré de manière négative. Tu as ces épisodes-là qui nous dépaysent un peu, et puis tu as cet épisode flashback. Parce qu'il faut savoir que du coup, le personnage du frère qui s'est suicidé dans la série est joué par John Bertal, donc acteur super connu, le Punisher dans Marvel, Shane dans The Walking Dead entre autres, et surtout un grand acteur de série télé qui a joué dans beaucoup de séries télé assez bien cotées. Bon, ça m'a un petit peu dérangé au départ parce que je trouve qu'ils ressemblent pas du tout à ses frères et sœurs, on va dire. Parce qu'ils sont tous, que ce soit Nathalie, Carmine, etc., c'est tous des blonds bruns aux yeux bleus, et puis t'as John Bertal qui pop brun noir, yeux bruns. C'est pas du tout, physiquement, il correspond pas du tout, je dirais. Mais John Bertal est tellement excellent dans le rôle. Dans ce rôle-là, John Bertal, il y a cette vibe naturelle. Quand tu regardes ses podcasts, il y a cette vibe naturelle de... Le gars, il peut être ton meilleur pote. Si t'as pas confiance en toi, tu peux aller parler à John Bertal, tu vois. C'est un peu la vibe qu'il a dans ses podcasts qui parle un peu de ça, justement, de la psychologie. Et donc, John Bertal, il joue ce rôle-là dans cette série, en fait. Il joue un gars qui est là pour sa famille, qui, malgré lui, il s'est complètement détruit psychologiquement, il s'est mis à prendre de la drogue et il s'est suicidé, du coup. Et donc, John Bertal, c'est toujours une présence plutôt positive dans la série à chaque fois qu'il pop en flashback, en fait. Et comme ils ont pris un acteur de cette trempe-là qui est plutôt connu, à chaque fois, malgré le fait qu'il soit que dans 5 épisodes, à chaque fois sa présence se ressent parce que ce personnage-là est mort et toute cette série-là, c'est son héritage plus ou moins. Et donc en ayant pris un acteur si charismatique, je trouve qu'on arrive à ressentir le côté fantomatique du personnage, c'est que son aura respire un peu dans toute la série, on va dire, c'est ça qui est intéressant, et qui fonctionne bien, notamment dans l'épisode qui était excellent, l'épisode sur Tina qui est aussi un très bon personnage. Cet épisode était très intéressant sur le côté travail en fait. C'était dans saison 3, ça c'est l'un des très bons épisodes de la saison 3, l'épisode sur Tina. Parce que Tina, au début, c'est un personnage qui est un peu détestable, peut-être parce que c'est un peu la maman de la cuisine, qui veut garder sa place, qui veut pas qu'il y ait de changement, et qui a du mal avec la petite nouvelle Sydney qui est chiante. Et donc il y a une petite rivalité qui se fait entre les deux, mais en fait cette rivalité s'arrête. Et à la fin, Sydney devient sa chef, elle devient sa sous-chef. Au final, ils deviennent presque meilleurs amis, et je trouve que la relation entre les deux fonctionne très bien, et est très très amicale. Donc c'est un personnage qui évolue bien, l'épisode centré sur elle définit son personnage en fait. C'est qu'on est sur un personnage qui a la quarantaine, cinquantaine, qui au final valide le changement parce qu'elle veut de la nouveauté, elle veut de la fraîcheur en fait. Son épisode était intéressant parce que c'était un épisode où elle perdait son taf, de manière que juste parce qu'il fallait diminuer les coûts en fait, donc on l'a jarté juste pour diminuer les coûts alors qu'elle bossait dans ce taf là pendant 15 ans. Et là boum, du coup elle est en train de chercher du boulot pendant 3, 4 semaines, 5, 6, 7, 8 semaines, pendant des mois. Et à chaque fois elle se fait refuser parce que, à cause de son âge, parce qu'elle a pas de diplôme spécifique alors qu'elle a fait ce job pendant 15 ans, parce qu'elle a pas de profil LinkedIn, et c'est tout le temps des jeunes qui la confrontent pour ses entretiens de stage. Donc je trouve que c'est un épisode qui est très intéressant sur la manière dont le monde du travail évolue et change en fait, sur le fait que peut-être on délaisse peut-être les personnes âgées parce que l'expérience n'est plus la même, parce que les jeunes ont peut-être une connaissance plus moderne des choses, parce que les jeunes ont peut-être plus d'énergie, et malgré le fait qu'on dépeigne peut-être les jeunes de manière un peu négative dans cet épisode-là, j'adore l'idée du personnage qui malgré tout ressent la passion et l'envie qu'ont les jeunes de faire leur boulot, cette envie de galérer, cette envie d'en chier, cette envie de vraiment arriver au bout de leurs rêves, et même elle à son âge, malgré l'âge qu'elle aurait, le fait que peut-être elle aimerait avoir une certaine routine,
bah elle veut vivre ce côté énergique, ce côté nouveauté, ce côté j'en chie, mais j'en chie pour faire quelque chose de cool, pour réaliser mon rêve. C'était un épisode qui était très optimiste sur ce côté-là, c'est qu'ensuite elle rencontre donc Michael John Berthold, qui, ne lui dit aucun mensonge sur le restaurant, lui dit que c'est de la merde, que tu seras sous-payé, mais que des fois, il y a des moments de joie qui sont vraiment des grands moments de joie et de kiff. Et donc c'est par cette honnêteté, cette sincérité que le personnage accepte son boulot donc dans The Beef, avant que ça s'appelle The Bear. C'est pour ça que le personnage a toujours un peu ce côté étincelant dès que par exemple, il y a Carmen qui l'envoie par exemple faire une formation de cuisine dans une cuisine gastronomique par exemple. Parce que c'est un personnage qui veut du changement, qui veut vivre des choses intéressantes, des moments de bonheur, des moments de formation, de connaissance, d'apprentissage. Et je trouve que c'est quelque chose qui rendait l'épisode super cool, malgré le fait que c'est un épisode qui se déroule en plein milieu de saison et qui n'a rien à voir avec la narration globale de la saison 3. Mais par rapport à cela, c'était un super épisode. En plus, son mari est joué par l'acteur qui jouait Sal Maroni dans la série Gotham, donc j'aimais bien l'acteur, donc c'était un détail, hein, sinon on s'en fout. Hein. Donc il y a ce personnage-là, il y a le personnage de Marcus aussi, avec Marcus aussi on joue sur la question du deuil, également, parce qu'il perd sa mère en saison 2, et c'est un personnage qui est très positif, c'est un personnage qui a toujours le sourire, qui est toujours optimiste, qui gueule jamais, qui malgré ses erreurs essaie toujours de se rattraper, de faire au mieux, qui est très très curieux, qui se renseigne énormément, t'as une intro d'épisode en saison 3, bon, j'ai trouvé que ça frimait un peu, ça faisait un petit peu Babylone, mais avec Babylone je préfère, où on te résume un peu toute l'histoire du cinéma avec Méliès, avec des commentaires de Scorsese, et en fait on découvre que c'est une vidéo de cinéma sur le fait de se surpasser, sur le fait d'être artistique, que Marcus regarde en fait. Bon, ça faisait un petit peu, The Bear, c'est une grande série télé, donc je trouve que ça faisait un petit peu prétentieux quand même comme intro d'épisode de te faire une grosse enchaînement de toute l'histoire du cinéma avec Méliès et compagnie. Mais ça va avec le personnage de Marcus, qui est un personnage qui lit les carnets de Carmine, qui essaie de se renseigner à fond, de faire les meilleurs desserts possibles. Et j'adore le côté délicat qu'on a avec ce personnage-là, quand il est formé par Will Poulter, quand il sauve un gars qui est tombé de son vélo, et même la manière dont il prend le décès de sa mère, c'est qu'il n'était pas là quand sa mère est décédée parce qu'il était en cuisine. Mais malgré tout, il se dit que peut-être cette cuisine-là, c'est le rêve que sa mère aurait voulu qu'il ait. Donc c'est un personnage qui fait beaucoup de bien parce que c'est un personnage qui est très positif, qui est très doux, très délicat, qui rapporte une bonne vibe dans la série et qui a eu le droit à son épisode à lui et qui a le droit à son évolution. Et puis potentiellement peut-être à sa relation amoureuse avec Sidney, on va dire. Bon, Sidney, on est vraiment sur le personnage qui était stagiaire et qui est vite devenu sous-chef à cause de son bagou de formation qui est très très évolué. Là aussi, c'est un peu, on joue aussi sur la question du deuil, comme avec Carmine et Marcus, où justement, t'as Carmine qui disait à Marcus, il faut que tu essayes de faire avec ton deuil, d'assumer le deuil, etc. Et t'as Marcus qui dit à Carmine que toi tu le fais, et Carmine dit non. C'est qu'on est constamment sur des personnages qui donnent des conseils à des personnages, mais eux-mêmes n'appliquent pas ces conseils-là. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est sur des personnages qui sont toujours incomplets, ou qui sont toujours imparfaits. Le personnage de Sidney, c'est un peu différent parce qu'elle a perdu sa mère à la naissance, je crois, ou quand elle était toute jeune. Donc c'est un personnage qui a pas vraiment vécu de deuil, mais qui comprend plus ou moins le deuil. Donc avec la relation avec son père, qui est très papa poule avec elle, qui veut qu'elle ait le meilleur job, et qui, elle, veut vivre son meilleur boulot avec The Bear, et qui croit au potentiel du restaurant. Donc c'est super intéressant. Et dès qu'il y a un week-end ou un temps de pause, ce qu'elle va faire en premier, c'est aller manger dans d'autres restaurants, se renseigner sur d'autres restaurants. Donc j'aime bien ce côté partenariat entre les autres restaurants qui se rentraident, c'est super intéressant. Et ça fait que le personnage fonctionne très bien également, avec le fait qu'elle soit très créative et peut-être plus vivante que Carmine. Parce que Carmine, c'est ça son arc, surtout en saison 3. Parce qu'en Carmine, c'est un peu une machine, c'est un personnage qui bosse et qui s'arrête jamais de bosser, critique cuisinier gastronomique, qui va tout faire pour atteindre la perfection, qui va tout faire pour atteindre l'étoile, et qui au bout d'un moment, le gars, il est juste anxieux, il a des crises de panique, parce que le gars, il n'arrive plus à encaisser, parce qu'il bosse H24, il s'arrête jamais, il dort pas la nuit, etc. Et donc c'était ça l'enjeu, c'est qu'en saison 2, il trouve l'amour avec Claire, qui était son amour d'enfance, et donc t'as cette relation qui marche super bien, parce qu'on est sur deux personnages qui ont un métier très envahissant, en fait. Un qui est cuisinier, et l'autre qui est donc infirmière, et donc qui bosse beaucoup plus que la normale, qui bosse 6 jours sur 7, qui ont des imprévus toutes les 2 minutes, dans des environnements qui peuvent être très très sales visuellement, qui peuvent être très très difficiles, qui peuvent avoir beaucoup de problèmes. Et donc il y a un côté très complémentaire dans cette relation que tu veux voir se faire au final, parce que le duo est très attachant et le couple est très attachant, et parce que c'est l'amour qu'a besoin Carmen, parce que c'est un personnage qui est en train de crever psychologiquement en fait. Et cette fin de saison 2 qui était extraordinaire, où là il se rend compte que le fait d'avoir été en relation avec elle, ça lui a fait perdre du temps dans sa créativité, dans ses priorités à lui par rapport au restaurant. Pour lui, le restaurant est presque devenu plus prioritaire que elle en fait, parce qu'il veut que le restaurant soit étoilé, il veut que le restaurant soit parfait, et il peut pas avoir une vie privée à côté
à côté de cette vie de restaurateur, quoi, et donc cette séquence où il est enfermé dans le frigo. Déjà, épisode incroyable, parce qu'on a 20 minutes de plan séquence, déjà, en intro de cet épisode-là, un super plan séquence qui s'enchaîne, où on a l'impression qu'enfin le restaurant The Bear marche bien, est plutôt organisé, on gère tout parfaitement bien, et boum, le plan séquence il se casse dès que Carmine est enfermé dans le frigo, et que du coup lui, le gars qui a donné toute sa vie pour ce restaurant, bah, ne peut plus rien faire, et est obligé de se confronter à sa psychologie en fait. Et j'ai adoré cette idée-là d'être enfermé dans le frigo et d'être enfermé qu'avec sa propre personne, avec sa psychologie, de se remettre totalement en question et de péter un plomb, quoi, de péter un plomb contre lui-même en fait. Et donc c'est ce côté-là dans la narration de couper le plan séquence où tout va bien, avec le protagoniste qui se retrouve enfermé avec lui-même. C'est une superbe idée, quoi, surtout qu'on te joue avec des split screens qui divisent complètement les personnages, entre Carmine et Richie qui s'engueulent en split screen, et ils aiment bien faire des split screens entre les deux parce que Richie gère le côté service et lui gère le côté cuisine, donc on divise un peu les deux personnages et c'est intéressant dans leur dualité, et puis les split screens avec le frigo, et puis le fait qu'ils disent que Claire entende tout ça, que Carmine en a marre d'elle, entre guillemets, donc c'est une idée qui marche très bien, mais qui malheureusement, je trouve, rend le personnage un peu trop détestable en saison 3, je dirais, c'est intéressant le fait que toute l'anxiété, tout le trauma que lui a transmis le chef toxique, il lui a un peu retransmis cette toxicité aussi, parce que lui aussi, il lui arrive de péter des plombs, de commencer à balancer des assiettes, à vraiment exploser également. Il essaye d'être respectueux envers ses cuisiniers, ben, le fait que tout le monde s'appelle chef, par exemple. Il y a quand même cet ours en lui, on va dire, c'est The Bear, c'est cet ours en lui, cette bête en lui, qui peut être relâché à tout moment. Et donc c'est aussi pour ça que cette saison 3, ou dans cette saison 3, il essaye d'oublier Claire. Et justement, t'as tout cet épisode psychologique où on te répète la musique Together de Nine Inch Nails, je crois c'est ça. Et du coup, t'as cette musique de 10 minutes qui est répétée tout l'épisode où c'est juste un épisode psychologique. C'est un épisode psychologique qui est complètement fait dans le désordre, on exploite la psychologie de Carmine dans le présent, on voit son passé quand il réagit à la mort de son frère, quand il quitte sa famille pour aller dans son restaurant étoilé, quand il est formé par tous les restaurateurs, Olivia Colman, Will Poulter, etc. Cet épisode psychologique qui est une bulle, une parenthèse de fou, qui résume parfaitement la psychologie du personnage, et qui fonctionne extrêmement bien dans sa narration et dans sa forme, alors que l'épisode n'est pas du tout linéaire en fait. C'est que on te met des flashbacks dans un ordre un peu aléatoire, mais ça l'est pas parce que tout est calculé évidemment, mais on dirait que c'est aléatoire, mais malgré tout ça passe bien et c'est bien fait, quoi. C'est pas un concept que j'ai vu souvent, ça, c'est un épisode psychologique où tu as une musique en boucle qui s'arrête jamais, mais qui marche bien, quoi. Surtout que maintenant j'aime bien cette musique, donc voilà. Et oui, c'est ça mon problème, c'est que le personnage devient détestable. Moi, il partage le restaurant avec Sydney, mais plus jamais. Il se concerne quasiment jamais avec elle pour les restaurants. Il commence à appliquer des règles non négociables, donc sur le fait de faire un menu par service à chaque fois, de créer un nouveau menu à chaque fois par service pour atteindre la perfection. Et donc ça rend le personnage très détestable parce qu'il s'engueule avec Richie, il s'engueule avec Sydney, il est en train de faire tomber le restaurant. Il y a le personnage de l'oncle qui commence à l'engueuler sur ça. Et j'aime beaucoup le fait qu'il soit remis en question par la fin de la saison, en fait, avec justement le fait que le restaurant de Olivia Colman ferme, et qu'il remette en question sa place à lui maintenant, que si un tel restaurant a fermé, qu'est-ce qui va arriver à lui, en fait. Et il y a tout ça qui est pris en compte, avec le fait qu'il y a un critique qui a vu le restaurant, qui fait une review du restaurant. Si la review est positive, le restaurant reste, si elle est négatif, le restaurant est foutu, par exemple. Donc c'est un personnage que j'ai trouvé un peu trop détestable, parce qu'il devient vraiment inhumain, entre guillemets, c'est qu'il veut vraiment atteindre la perfection, il devient vraiment une machine. Et en saison 3, malheureusement, on te vend le fait que oui, il va peut-être se remettre avec Claire, parce que tu as les fax qui vont essayer de le remettre avec Claire, mais on est obligé d'attendre la saison 4, j'imagine, pour voir ça, mais là, je serais pas... Là, c'est juste moi qui dis ça, mais je ne serais pas surpris si la fin de la série soit une fin négative pour lui, tu vois, c'est que... Après, je pense que ce sera une fin positive quand même, puisque c'est une série qui reste quand même plutôt... C'est une série qui te montre beaucoup de désespoir, beaucoup d'éléments qui cassent, beaucoup d'imprévus qui foutent le bordel, mais qui finit quand même toujours sur une note d'espoir et d'humanité. Donc je pense que l'objectif de cette série, ce sera que Carmine arrête de viser la perfection et qu'il doit se reposer et mêler sa vie professionnelle avec sa vie relationnelle, en fait. Donc je pense que ce sera un peu l'objectif final de la série, c'est de faire de ce personnage-là un personnage équilibré, on dira. Et puis il y avait cet épisode absolument extraordinaire, l'un des meilleurs épisodes de l'histoire des séries télé, comme beaucoup l'ont dit, sur la famille Brasato qui sont en train de préparer le grand repas de Noël, du coup, donc 5 ans avant les événements de la série, donc Jon Bernthal est encore en vie, et là t'as un casting incroyable entre juste voir Jon Bernthal papoter avec Bob Odenkirk, Saul Goodman, avec Jamie Lee Curtis, Laurie Strode, avec Sarah Paulson de American Horror Story, tu fais putain, c'est le casting de Manto qu'ils nous ont mis pour cet épisode-là. Ils nous ont mis les 3-4 plus grandes légendes de la télévision dans cet épisode-là. Bon, sauf Jamie Lee Curtis qui, elle, est une légende du cinéma, du coup. Mais cet épisode-là, c'était pareil. On aurait dit que c'était The Bear, mais dans une maison, quoi. C'était The Bear dans une maison où t'as Jamie Lee Curtis qui essaie de tout cuisiner. On joue à fond sur les ustensiles de cuisine de la maison, sur la cocotte minute, sur le minuteur qui est de plus en plus dégueulasse, qui sonne tout le temps parce qu'elle est en retard sur tous les trucs qu'elle doit cuisiner.
en termes d'anxiété, de rythme, de stress, un épisode qui est fou, et qui également arrive à bien développer les autres personnages, quoi. On développe bien la relation amoureuse entre Richie et sa femme, Michael et son frère, qui veut ouvrir un restaurant, et on voit qu'il est frère de son frère, on voit qu'il a des problèmes psychologiques, et qu'il est beaucoup attaché à son frère, le fait que Richie aimerait avoir du boulot, donc on développe un peu tout ce qui amorce un peu ce qu'on a dans la série de base, dans cet épisode-là, et c'est aussi ça qui marche, c'est comme l'épisode psychologique sur Carmen, qui termine sur Sidney qui découvre la cuisine de Carmen et qui commence à adorer ce cuisinier-là, c'est que tout se relie et tout se rapporte à la série originale dès qu'on fait un épisode flashback ou semi-flashback. Et donc cet épisode-là, c'était vraiment Michael qui commence à s'embrouiller avec l'oncle Lee, donc Saul Goodman, Bob Odenkirk, que c'était une dinguerie, quoi. Je pense que c'est peut-être la meilleure performance que j'ai vue de Jon Bernthal. C'est qu'à la fois, c'est un acteur qui arrive à jouer le frère cool auquel tu peux toujours compter, mais à la fois c'est un personnage, on sent que c'est un personnage qui souffre d'une forme de dépression, qui cache des choses, qui les enfouit en lui, qui commence à lâcher quelques larmes en dehors de la présence de ses frères, de son frère et de sa sœur, et qui peut péter des plombs et commencer à s'embrouiller avec un personnage et à sortir une sorte de bestialité qui est assez déconcertante. Vraiment, dans cette fin d'épisode, il crie quasiment comme un ours, en fait. Donc The Bear, on est vraiment en train de vivre quelque chose de très puissant alors qu'on est juste sur un repas de famille de Noël, quoi. C'est ça qui est fou avec cette série, quoi. Et puis, comme je dis, le casting est incroyable, et je pense... Après, j'ai pas vu tous les films de la carrière de Jamie Lee Curtis. Genre, j'ai surtout vu l'Halloween, certains des Halloween, on va dire, ou par exemple des films comme Everything Everywhere All at Once. Mais je pense que entre cet épisode-là et surtout l'épisode de l'accouchement de Nathalie, où du coup elle revient en saison 3, je crois que c'est la meilleure performance que j'ai vue de Jamie Lee Curtis, je pense, ever. C'est que j'ai jamais compris l'Oscar qu'elle a eu pour Everything Everywhere All at Once, j'ai jamais compris pourquoi elle a chopé cet Oscar-là. Mais par contre, dans cette série, si elle avait chopé un Emmy comme Jon Bernthal avait été nominée pour un Emmy pour l'épisode du repas de famille, je pense qu'elle l'aurait mérité, elle mériterait d'avoir un Emmy pour cet épisode-là. C'est que vraiment, Jamie Curtis, dans l'épisode de l'accouchement, elle était folle, elle était vraiment excellente. Vraiment dans le rôle de ce personnage qui sait qu'elle est toxique, qui malheureusement sait qu'elle est toxique et qui essaie de s'éloigner de sa famille exprès parce qu'elle est consciente de sa toxicité. Je trouve que le rôle lui va super bien. Et même si j'ai du mal avec l'épisode de l'accouchement, parce qu'on est sur un épisode de 45 minutes, huis clos entre deux personnes, Nathalie qui est en train d'accoucher et sa mère, Jamie Lee Curtis, qui sont en train de parler pendant tout l'épisode. Il n'y a même pas de cuisine, non. Je crois que c'est le seul épisode de la série où il n'y a aucune question de cuisine du tout. On dirait vraiment un épisode de série télé basique, on va dire en termes de concepts, où c'est genre l'un des gros persos de la série qui va accoucher, et donc on va vivre ça durant tout un épisode. Après, en termes de forme, c'est très très bien fait, quoi. C'est qu'on joue à fond sur l'énergie, sur l'anxiété, sur le côté effréné quand elle est coincée dans sa voiture et qu'elle est en train de perdre ses os. Et ensuite, on est sur quelque chose de beaucoup plus calme qu'avec des giga gros plans sur leur visage, où on sent que la mère et la fille se pardonnent et s'aiment maintenant, entre guillemets. Et ça marchait très bien, c'est juste que je trouvais l'épisode un peu long quand même, on aurait pu faire plus court. Et un petit peu hors propos dans la diégèse de la série, je dirais. Donc un peu mitigé sur l'épisode de l'accouchement, mais Jamie Curtis était vraiment impérial dans cet épisode-là. Et autant j'ai adoré l'épisode du repas de cuisine, mais autant l'épisode juste après, je pense que c'est mon épisode préféré de la série, centré sur Richie. Où Richie c'est vraiment le personnage, mais moi je me posais la question, mais en fait il fait quoi ce mec-là? Il sert à quoi? Parce que le gars il cuisine pas, le gars c'est pas lui qui répare les trucs, c'est juste le gars qui donne quelquefois des directives pour réparer les trucs et qui gueule fort, en fait. Et en saison 1, Richie, c'est ça, quoi. Richie, il fait pas grand-chose. C'est un personnage qui sait pas quoi faire, qui est juste là parce que c'est un ami de la famille, en fait. Ou un cousin, comme on le dit, plus ou moins un cousin de la famille. Et il est juste là pour ça, parce qu'il est cousin de la famille. Sinon c'est un personnage qui n'a rien à faire, qui est en pleine crise existentielle, qui est plus avec sa femme, qui voit sa fille quelques fois, qui a une vie un peu de merde, quoi, qui se sent extrêmement seul. Et donc cet épisode-là, où ce personnage qui est très grossier, un petit peu bourrin, il se retrouve dans un environnement très carré, très clean, dans ce restaurant gastronomique, et enfin il arrive à retrouver un but. J'ai trouvé ça fou, quoi. Comme l'épisode avec Tina, on adore jouer sur les horloges, en fait, et sur la routine des gens. C'est qu'on te montre qu'il se lève à telle heure en début d'épisode, puis ensuite on répète sa routine, on voit qu'il se lève plus tôt, puis on voit qu'il se lève encore plus tôt, qu'il est de plus en plus soucieux de sa personne, de plus en plus soucieux de son temps de préparation. Et on avait la même chose avec Tina qui se lève de plus en plus tard parce qu'elle a plus de boulot et parce qu'elle cherche un boulot, par exemple. Là on avait ça pareil, c'était vraiment ce jeu de tempo sur les routines des personnages fonctionne très bien. Vous pouvez le voir nettoyer ses fourchettes, pas aimer les nettoyer, et ensuite vraiment apprendre la discipline, on va prendre
le souci du détail, c'est super cool, et c'est le fait qu'en fait c'est un personnage qui soit très proche des gens, qui aime beaucoup les gens, j'ai trouvé ça très très cool de le voir faire son service, du coup, alors qu'il a juste fait un stage de 5 jours, et le voir confronter Olivia Colman de manière très très sereine, de manière très très calme, et ensuite le gars il pleure sur du Taylor Swift, c'est... Du Taylor Swift en plus, donc il y a un côté très ironique évidemment, mais c'était un épisode qui était absolument magnifique, et vraiment l'épisode sur Richie, j'ai trouvé ça. Ensuite, le personnage porte des costards, il devient un personnage plus adroit, et a trouvé son rôle, et c'est un rôle que je trouve lui va très très bien, où il fait les speeches du coup pour tous les cuisiniers, tous les serveurs, où il essaye de gérer le service, et du coup ça le scinde encore plus entre lui et Carmine, du coup, qui lui gère la cuisine et lui le service. J'ai trouvé cet épisode vraiment impérial, on va dire, donc c'était vraiment mes épisodes coup de cœur en saison 2, et dans la 3, comme j'avais dit que j'aimais beaucoup la 1, qui était très psychologique sur Carmen, puisqu'ensuite on a l'épisode 2 de la saison 3, qui est un peu la culmination de la fin de la saison 2, où du coup Richie a très mal pris ce que lui a dit Carmen, et du coup l'engueule en fait. Et donc j'ai trouvé ça cool d'avoir un épisode qui est un peu un huis clos. En gros, juste pendant 30 minutes, on a une scène où c'est tout le monde qui s'engueule entre eux. Donc Carmen qui annonce ses règles inviolables pour la cuisine, Sidney qui est pas d'accord avec ça, qui n'est pas concerté, Richie qui s'embrouille avec lui, Fac qui essaie de réparer des trucs. Tout ça en 30 minutes, et on arrive à instaurer parfaitement le problème qu'il y a entre les personnages, et ça marche très très bien. Et puis tu avais l'épisode 3 qui était très très bien, parce que c'est un épisode 3 qui résumait la semaine, comment se déroulait une semaine normale, on va dire, pour le restaurant. Donc, vraiment, on te mettait de la musique classique pour magnifier le restaurant, pour magnifier le service, magnifier la galère du service. Et on jouait à fond sur les énumérations, du lundi au mardi, au mercredi, au jeudi, au vendredi, on jouait à fond sur le rythme de l'épisode. On montrait toutes les emmerdes qui se passaient dans le restaurant, comment ils galéraient. Il y avait vraiment des trucs qui étaient assez lunaires, comme le fait qui apporte un plateau et qui repart avec le plateau comme un débile, par exemple. Donc c'est un épisode qui joue à fond sur l'anxiété, qui joue à fond sur le stress, parce que tu te dis mais pourquoi tu fais ça ? Non, fais pas ça, non, fais pas ça. Et tu te dis putain, pour tenir dans un tel rythme, il faut vraiment le faire, quoi. Donc j'ai beaucoup aimé cet épisode 3 là, et j'ai trouvé qu'ensuite la série, ça se passait plus rien. Il se passait plus rien, je trouvais que l'épisode 4, l'épisode 5, il se passait vraiment plus grand chose. En termes de rythme, on prenait énormément son temps, on avait des scènes qui étaient très longues, où il se passait pas nécessairement énormément de choses. Puis il y a eu l'épisode avec Tina qui était très très bien, mais qui était un peu hors propos dans la narration également. Un épisode 7 où il se passait rien non plus. L'épisode de l'accouchement, un épisode 9 qui fait la transition avec l'épisode 10. L'épisode 10, je trouve que c'est un très bon épisode de mi-saison, on va dire, et pas de saison finale, c'est que ça se voit que la saison est coupée en deux, comme je l'ai dit, puisque du coup on assiste à la fermeture du restaurant de Olivia Colman, et du coup t'as tous les guests qu'on a eu dans la série qui se réunissent entre guillemets, donc on retrouve Will Poulter, on retrouve Joel McHale dans cet épisode-là, et du coup c'est cool de voir ces personnages-là se réunir, enfin s'entrecroiser, voir Will Poulter avec du coup Carmen, et voir enfin Carmen du coup se confronter à ce chef cuisinier qui l'a torturé psychologiquement durant toute sa formation, qui lui dit que grâce à moi, j'ai fait de toi le plus grand cuisinier du monde en fait, et que grâce à moi, t'arrives à faire abstraction de ce qui est pas utile pour la cuisine, c'est-à-dire la vie privée, les relations. Ça, il faut le dégager si tu veux être le chef parfait. Et bravo, tu l'es devenu, tu as des traumas, tu as des cauchemars, etc. Mais grâce à ça, t'es devenu ce que t'es devenu un putain de cuisinier. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette confrontation entre lui et lui qui affronte un peu son pire ennemi, entre guillemets, ses pires cauchemars. Et ces pires cauchemars qui révèlent qu'en fait, il a fait les bons choix. Et du coup, c'est une confrontation qui est vraiment frustrante pour Carmen, qui au fond de lui se dit qu'il a peut-être raison. Et c'est ça le truc, c'est que cette saison-là, elle est frustrante. T'as ce personnage-là, le personnage d'Olivia Colman qui, elle, estime qu'elle a fait tout ce qu'elle voulait faire, tout ce qu'elle rêvait de faire, et qui veut juste se reposer, vivre une belle vie et faire sa vie. Ensuite, elle fait la fête à la fin de l'épisode. Et puis donc, t'as Sidney qui, elle, commence à souffrir justement des crises des crises de panique que Carmen avait avant elle. Mais attends, c'est elle qui va les avoir parce que elle sait pas si elle veut changer de restaurant ou pas, parce que Carmen n'écoute pas et parce que le restaurant part un peu en cacahuète. Et puis, je trouve ça un peu dommage qu'on termine la saison sur la review, en fait. C'est que la review, on te dit, si la review elle est bien, le resto continue, si la review est mauvaise, le restaurant est foutu. Et au final, on te montre même pas le résultat de la review, quoi. Au moins terminer sur le résultat de la review, quoi, savoir si la review est positive ou pas, quoi. Là, je trouve dommage qu'on s'arrête juste sur des énumérations de mots à l'image, donc des mots qui vont de très bien à très mauvais, quoi. Donc je trouve que la série termine un peu trop sur un faux cliffhanger, se termine un peu trop de manière gratuite. J'avoue que ça m'a un peu déçu dans ce côté-là, malgré le fait que cet épisode-là était un très bon épisode de mi-saison qui disait adieu donc au restaurant d'Olivia Colman. Mais voilà, est-ce que ça méritait une fin de saison ? Pas nécessairement, parce que du coup on attend toujours, est-ce qu'il va se remettre avec Claire ou pas, c'est un truc qui est remis en suspens. Est-ce que le restaurant va rester ou pas, c'est remis en suspens parce que la review on nous la montre pas. Donc il y a des questions qu'on remet en suspens, et donc j'ai l'impression que la saison 3 ne conclut pas tout ce qu'il essaye d'installer, en plus de commencer à se répéter sur ses intrigues. Donc Carmen qui recommence à écouter plus personne,
Richie qui recommence à gueuler sur Carmen, les personnages qui commencent à revivre les mêmes traumas et même les mêmes crises psychologiques qu'ils avaient. Donc c'est vrai que c'est une saison 3 qui tournait peut-être un peu en rond, et qui faisait qu'elle était plutôt décevante, puisqu'il y avait des épisodes qui étaient très inégaux, des concepts... En fait, les meilleurs épisodes, c'était surtout des concepts d'épisodes, hein. L'épisode flashback sur Tina, l'épisode psychologique, l'épisode qui se déroule en une semaine, etc. Et puis t'avais aussi l'épisode 4, où l'épisode 4 c'est quasiment que des longs plans de 5 minutes, des plans fixes de 5 minutes où t'as des acteurs qui jouent, où là t'avais un caméo de Josh Hartnett, par exemple, que t'as un caméo sympa de Josh Hartnett, où c'est juste un plan fixe de 5 minutes où t'as Josh Hartnett qui parle avec Richie, donc ça c'était plutôt cool. Dans l'épisode 5 t'avais un caméo de John Cena aussi, et bon, je trouve qu'il a bien sa place John Cena parce que la série a une vibe un peu peacemaker aussi, avec des musiques très rock'n'roll, même un côté très comique vulgaire, mais à la fois on joue à fond sur la psychologie vulnérable des personnages. Donc John Cena, son petit rôle était sympa, bon c'était assez gratuit, et personnellement ça me fait penser au fait que je trouve que les facs commencent à être de plus en plus insupportables. Autant en saison 1 et 2 ça allait parce qu'il y avait qu'un seul fac. D'ailleurs pour l'anecdote, l'acteur qui joue le fac principal, bah là c'est le seul vrai cuisinier de la série, et justement il joue un rôle où il cuisine pas. Donc je trouve que l'idée est très marrante et très cool et très bien réfléchie, donc je trouve que ça marche bien. Mais c'est des personnages qui commencent à être assez insupportables quand même. Ils ont pas d'évolution particulière, ils ont pas un traitement particulier, ils sont juste là pour la vanne et pour l'humour, et en plus ils ont des voix très aiguës, donc c'est vrai que ces personnages-là ils commencent à être très saoulants. En tout cas en saison 3 ils commencent à être saoulants quoi, donc j'espère qu'on va en faire vraiment quelque chose. Cette saison 3, vraiment, honnêtement, à part remettre un prix à Jamie Lee Curtis pour leur donner un petit coup dans le moral, pour vraiment leur obliger de remonter le niveau en saison 4, il faut qu'ils aient moins de prix quand même, et il faut qu'ils nous proposent une saison 4 plus qualitative, quoi. Parce que oui, ok, tu peux peut-être pas remonter au niveau de la saison 2, mais tu peux au moins remonter au niveau de la saison 1, quoi, donc... Et je pense qu'ils le peuvent, parce que là je trouve qu'ils ont fait des erreurs assez évidentes, quoi, entre se répéter sur certains aspects, puis créer un rythme qui est un peu inégal dans la saison, donc c'est assez dommage. Après, il y a des personnages qui restent toujours très bien, comme Ibrahim, qui est un peu l'opposé de Tina, qui lui est vraiment le cuisinier, qui est un peu le doyen de la cuisine, mais qui lui veut pas changer ses habitudes, qui veut continuer à faire des sandwichs. C'est un personnage qui est cool dans ce côté-là. On évoque... Il y a d'autres personnages qui sont un peu plus développés, comme le serveur qui sert du vin, qui était un ancien basketteur qui avait un peu de gloire et qui veut plus faire du basket et qui essaie de retenter sa chance du coup dans le domaine de la restauration. Et moi j'aime beaucoup le personnage de l'oncle Cicero, parce que l'oncle Cicero il est très charismatique, c'est un personnage qui parle beaucoup, qui a une grande gueule, il parle beaucoup en humour noir et ça j'aime beaucoup. Et c'est un personnage qui donne beaucoup de conseils, qui raconte beaucoup d'histoires sur l'ambition, sur le fait de réussir dans son ambition, sur le fait que parfois ça réussit, parfois ça marche pas, et donc qui raconte beaucoup d'histoires vraies qui reflète l'état du restaurant en fait. Et c'est un personnage qui est vraiment cool parce c'est vraiment un gars qui dit ce qu'il pense, et c'est un personnage que je trouve très charismatique et j'aime bien quand il pop. Là, les lignes de dialogue sont très bien écrites. Autant en saison 1 j'avais un petit peu du mal parce que tous les personnages parlent en langage anglais familier. Du coup, ça lâche tout le temps on a toujours le F-word, on a toujours des right, des yeah, des machins. Donc, je trouve que le vocabulaire est pas très évolué en saison 1. Et dès que tu rajoutes un personnage comme Richie qui a évolué dans son métier, par exemple, ou un personnage comme l'oncle Cicero qui a un très bon langage, etc. Je trouve que les dialogues sont mieux écrits, et de base, en vrai, les dialogues sont très bien écrits. C'est juste que le langage familier m'avait un petit peu lassé en saison 1, quoi. Donc ça c'est un détail qui ne concerne que moi, on va dire. J'espère que je vous ai pas trop insupporté durant cette vidéo, mais après j'ai envie de dire ça reflète un petit peu le côté anxieux, stress de la série, où vraiment parfois ça s'arrête jamais, et on peut trouver ça un peu insupportable, mais ça fait partie du style de la série que je trouve qu'on a un peu perdu maintenant, parce que je trouve que la saison 1 on avait vraiment ce côté Uncut Games, on va dire. Dans la 2 on était sur quelque chose de plus calme, mais qui arrivait à renouveler les concepts, à proposer des choses intéressantes et des épisodes d'anthologie. Et puis tu as la 3 où je trouve qu'on a réussi à proposer des concepts un peu neufs, mais en termes d'histoire, de rythme, etc. Ça se répète un peu et ça avance pas beaucoup malheureusement. Et je sais pas vraiment où la série veut aller en saison 3, quoi. Donc j'espère vraiment que la saison 4 sera satisfaisante, sera intéressante et fonctionnera, parce que c'est vrai que là, la saison 3 m'a un petit peu... Je me rappelle, après la fin de la saison 2, j'avais fait des tweets en mode « J'ai adoré la série, trop bien, regardez-la ». Si j'avais fait ça après la 3, je pense que je l'aurais pas fait, quoi, parce que la 3 m'a un petit peu m'a quand même déçu, j'étais quand même beaucoup moins satisfait. Donc voilà, en tout cas, The Bear, j'espère vraiment que la dernière saison relèvera le niveau, la 4ème en tout cas. Qu'il ne fasse pas trop de saisons non plus, je pense que 5 saisons c'est suffisant, faites pas 10 saisons s'il vous plaît. Je pense que justement la saison 3 montre que peut-être on commence à épuiser un peu le concept. Donc voilà, The Bear c'est une série que je recommande très largement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi tout ce que vous pensez, etc. Insultez-moi comme vous voulez, vous serez mute si vous m'insultez évidemment. Donc voilà, merci à tous d'avoir écouté cette vidéo et ciao.